Voilà, nous allons démarrer ce question-réponse. Vous arrivez petit à petit pour ce temps de questions-réponses. Et je vois déjà nos collègues arriver. Valérie est là. On a Clémentine qui est là, qui nous rejoint. Les uns et les autres, n'hésitez pas à dire d'où vous venez, quelle est votre activité, votre profession. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. Jean-Richard est là. Coucou Jean-Richard. On a Hélène qui nous rejoint. L'idée de ce temps de ce soir, c'est de pouvoir travailler ensemble autour de vos questions-réponses, donc que vous puissiez amener vos questions au fur et à mesure autour de la thérapie, autour de techniques, de certaines techniques que vous proposez, peut-être des questions que vous posez dans votre pratique. Karine est en train de nous rejoindre en vidéo. Voilà, n'hésitez pas à amener vos questions. On a d'autres collègues qui ne peuvent pas être là présents ce soir et qui nous ont laissé leurs questions ou qui nous rejoindront un petit peu plus tard. Si vous c'est possible aussi. Vous pouvez nous rejoindre maintenant. Vous avez dans le chat sur le côté de votre écran en bas le point d'interrogation. C'est l'endroit où vous pouvez poser vos questions, et à partir de ces questions, je répondrai. On a Eric qui vient nous poser déjà une première question. On va laisser les uns et les autres arriver petit à petit. Et puis, je réponds à toutes vos questions. Merci d'être là présent. Vous savez que ces temps de travail ont lieu régulièrement, c'est-à-dire tous les 15 jours, l'idée étant de pouvoir animer un temps de travail, un temps de supervision. Vous avez assisté aux regards croisés dans l'année. On a eu des regards croisés avec Giuliani autour des médecines traditionnelles chinoises et des lettres hébraïques. Vous avez eu le travail autour de l'accompagnement de fin de vie, du deuil avec Éric Dudoit. Vous avez eu aussi un regard croisé autour de l'énéagramme. Et à chaque fois, l'idée étant dans ces regards croisés que vous puissiez découvrir, peut-être nourrir votre pratique avec des approches connexes, avec d'autres méthodes qui pourraient venir vous nourrir vos accompagnements. Découvrir d'autres approches théoriques et pas uniquement la thérapie solutionniste expérientielle, mais là on voit bien comment il y a un pont de jonction entre la médecine traditionnelle chinoise, le travail de l'accompagnement en thérapie, des troubles psychopathologiques. On a pu voir aussi dans ce travail avec Éric Dudoit comment tous les apports des religions et de la spiritualité peuvent venir nourrir la pratique d'un psychologue clinicien. Voilà, donc continuez à rajouter vos questions. Vous avez le point d'interrogation sur le côté qui permet de poser vos questions. Dans les collègues qui sont en train de nous rejoindre, on a Géraldine Alana. Je suis ravie, Géraldine, que tu sois là. Je vois ton coucou. Géraldine qui travaille à Paris, qui est une spécialiste de la PNL et qui est un organisme de formation sur Paris et qui propose des séminaires qui accompagnent des femmes
autour de formations, des formations certifiantes au niveau international en PNL, en programmation neurolinguistique. Et j'avais eu l'opportunité à plusieurs reprises de travailler avec Géraldine à Saint-Germain-en-Laye pour donner des enseignements en psychopatho et aussi autour de la thérapie brève. Merci Géraldine d'être là. Christian nous a rejoints. On a d'autres collègues dont je ne connais pas l'intitulé. Vous avez des intitulés thérapie. On a Charles qui est là, qui nous rejoint, notre collègue spécialiste du décodage biologique. Et ça pourrait être une belle occasion, Charles, à un moment, qu'on fasse un regard croisé sur décodage biologique et accompagnement thérapeutique, voir les points de jonction, comment on peut, dans un accompagnement thérapeutique, prendre en compte le corps et la façon dont le corps parle et tout le travail de la symbolique. Mais peut-être, Charles, tu as toi aussi des questions et tu vas nous amener des questionnements sur lesquels on va pouvoir échanger. Voilà, coucou Delphine Cara qui était là. Voilà, Charles a dit avec grand plaisir, il a plein de questions, il va les noter dans le chat. Là, je ne sais pas si vous pouvez accéder à la vidéo. J'ai essayé de proposer à certains d'entre vous. On a Caroline qui est là. Je ne sais pas si vous pouvez rejoindre la vidéo. Pourtant, j'accepte votre... Voilà. Mais peut-être ça ne fonctionne pas. Alors là, carrément, Charles, je ne sais pas s'il a pris l'habitude. Ah non, c'est Caroline qui est dans ta voiture, carrément. Tu as demandé d'accéder en vidéo. Bah alors là, c'est terrible. Donc elle est repartie parce qu'elle était en pleine voiture, en pleine conduite de voiture. Ça se fait ces choses-là, de conduire et en même temps d'écouter un live. Bon, n'hésitez pas à mettre vos questions sur le côté. Je vous dis tous les mois, 2 fois par mois, un rendez-vous autour d'un regard croisé, donc avec un professionnel de l'accompagnement sur une thématique particulière. Il peut y avoir de la supervision. Et donc les supervisions, si vous avez envie de voir un de vos cas cliniques analysés, explorés, alors il vous suffit de m'envoyer juste par SMS une demande ou d'envoyer à Albert une demande comme quoi vous êtes intéressé autour de présenter un cas clinique. Vous n'avez pas besoin de maîtriser votre cas à fond, vous n'avez pas besoin de tout connaître de votre cas clinique, que le diagnostic soit posé. C'est vraiment un temps où vous présentez la situation, vous dites à quel endroit vous avez des questionnements et puis ensemble on construit le cas. Ça apporte beaucoup de faire ces temps de travail, ce sont des supervisions qui sont offertes, du temps offert et moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à pouvoir partager, travailler avec vous. Et puis, il peut y avoir ce qu'on appelle aussi les ateliers psychopratiques. Lors de ces ateliers psychopratiques, à ce moment-là, on va aborder une question. On avait fait la prescription de tâches. J'avais travaillé aussi sur la prise de notes en séance. Voilà. Donc, peut-être qu'on peut commencer. Charles, précise encore ta question, c'est-à-dire de quoi tu as besoin par rapport à ta question sur les addictions. Et puis, on va démarrer le temps que vous preniez le temps de poser vos questions et puis je réponds aux questions qui sont là présentes. Donc, la première question d'Éric, c'était une question, Éric qui est sur Paris, il posait une question sur les critères pour fixer la périodicité des rendez-vous. C'est-à-dire comment on sait si on se donne rendez-vous tous les semaines, plusieurs fois par semaine, tous les 15 jours, tous les mois. La question de la périodicité des rendez-vous, pour moi, pose
la question de votre dispositif. Votre dispositif, quels sont les critères qui doivent être des critères actifs pour amener de la transformation, pour proposer vos accompagnements. Et en effet, la fréquence des séances est un des opérateurs du changement. Et il doit nous appartenir en tant que thérapeute de choisir si le prochain rendez-vous est dans quelques jours, l'après-midi, la semaine suivante, dans 15 jours, dans un mois. Comment je vais définir ça? Déjà avec l'idée et la croyance qu'il n'y a pas une fréquence type et que de dire que je vais rencontrer mon patient toutes les semaines parce que c'est la fréquence qui doit se faire, pour moi n'a pas de sens parce que ça devient un opérateur mort. Ça veut dire que si je souhaite pouvoir offrir une fréquence de séance qui va contribuer au changement, je dois réfléchir sur la question de la temporalité. Et je dois me poser la question de en quoi le temps va influer sur le changement. Je dois pouvoir imaginer que si la fréquence est plus rapprochée ou si elle est distendue, ça va bouger son processus. Je pense à une patiente bipolaire que je recevais plusieurs fois par semaine parce qu'il y avait à la fois beaucoup d'angoisse et que lors des séances, elle se stabilisait émotionnellement. Mais d'une séance à l'autre, quand j'avais proposé une fréquence de toutes les semaines, d'une séance à l'autre, c'était beaucoup trop loin. Et entre ces séances pour lesquelles il y avait ce délai d'une semaine, à chaque fois, elle dérégulait. L'angoisse revenait de façon très forte et elle se sentait submergée, elle perdait pied et elle avait l'impression à chaque fois de régresser. Donc, il était devenu nécessaire de pouvoir mettre des rendez-vous beaucoup plus proches. Beaucoup plus proches, c'est-à-dire de mettre des rendez-vous tous les 2 jours. Et parce qu'il y avait ces rendez-vous tous les 2 jours, il y avait un temps de présence en séance, puis un temps d'arrêt, puis de nouveau un temps de présence, puis un temps d'arrêt. Comme ça, les séances se déroulaient avec cette grande rythmicité, cette fréquence importante, et ce qui amenait de la stabilisation. Au bout d'un moment, j'ai proposé qu'on revienne à une séance par semaine, à la fois pour des raisons de coût, mais parce que je voulais que la stabilité, elle puisse l'intégrer et l'internaliser, et que ça ne soit pas une nécessité pour elle de continuer à me voir plusieurs fois dans une même semaine. C'est pour ça que je lui ai proposé d'une séance à l'autre de pouvoir me contacter par SMS. Et comme elle pouvait me contacter par SMS, ça permettait d'avoir une séance par semaine, de laisser cette temporalité, de commencer à distendre nos présences, mais par contre, de lui permettre, chaque fois qu'elle en avait besoin, de pouvoir maintenir le lien et de me contacter et donc de réguler d'une séance à l'autre. Puis on a distendu dans le temps la fréquence et est arrivé le mois de juillet durant lequel je ne travaillais pas. Et comme je n'allais pas travailler tout un mois entier, alors, pour que cette absence ne soit pas trop grande et qu'elle ne dérégule pas de façon trop forte et qu'elle ne régresse pas, à ce moment-là, je lui ai proposé de pouvoir me contacter, toujours par SMS, autant qu'elle le souhaitait pendant cette séance et ce temps d'absence. Puis au fur et à mesure du temps, et parce que la thérapie a pris de nombreux mois, au fur et à mesure, on a pu distendre les séances et arriver à un moment où nous nous voyons tous les 3 mois. Parce que tous ces 3 mois maintenaient une fréquence de travail, faisaient comme des rappels, ce qui permettait à ce moment-là à cette patiente d'avoir le vécu et l'expérience que je ne disparaissais pas. Donc les critères de périodicité, je peux rapprocher des fréquences de séance quand il y a de l'insécurité, quand il y a des risques de dérégulation, quand le patient d'une séance à l'autre a le sentiment que ça ne maintient pas le travail, que où il va régresser, ou alors il a l'impression que je l'abandonne et que je ne suis plus là présent, que je disparais, et donc que la stabilité du travail est en train de s'estomper. Et au contraire, je pourrais élargir le temps de séance quand la personne prend davantage plus d'autonomie, quand elle commence à intégrer
le travail qui s'est fait et que même quand je ne suis pas là, elle peut s'appuyer sur la trace qu'elle a de moi. Donc on travaille bien sur la représentation que le patient va se constituer de son thérapeute. Il doit apprendre à pouvoir internaliser, introjecter son thérapeute et savoir que son thérapeute, d'une séance à l'autre, il ne disparaît pas. Donc ça, c'est ce qui peut amener le choix de la périodicité. Et plus les pathologies sont des pathologies archaïques, ça peut être un autre argument, plus la fréquence des séances est proche. Ou plus on travaille, donc ça par exemple pour des addictions, pour des troubles graves de l'humeur, pour des troubles de l'attachement précoce, alors j'aurai des séances beaucoup plus proches. Si on est sur une pathologie névrotique, alors je peux proposer qu'on se voit tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Mais si je propose aussi des tâches, un travail de tâches, de prescription de tâches, alors je peux aussi distendre le temps pour permettre à mon client de réaliser sa tâche, de voir qu'un changement est en train de s'installer et de lui permettre d'arriver à une séance suivante en ayant le sentiment qu'il a réussi sa tâche, qu'il a réussi à transformer ce qui jusqu'alors était une limitation. Chacun des opérateurs du dispositif, que ce soit la fréquence, les modalités de paiement, la durée d'une séance, le fait de travailler avec la parole, le fait de travailler avec allongé, assis, debout, tous ces éléments du dispositif qui constituent votre dispositif dépendent de votre modèle et doivent être des opérateurs. Ça veut dire doivent amener une transformation réelle, une transformation évidente. Ça ne peut pas être juste parce que Freud faisait ainsi, parce que tel autre thérapeute faisait comme ça. Les modalités du dispositif doivent être des opérateurs donc vivants. C'est vous qui les utilisez parce que vous savez qu'en choisissant d'allonger vos patients, d'utiliser de la mise en mouvement, d'utiliser la parole ou de suspendre la parole, d'utiliser le mouvement du corps, de faire des séances d'une demi-heure ou de faire des séances d'une heure et demie, ça va accompagner un processus, ça va permettre à une transformation de se faire. Je vois que Sylvia vient de nous rejoindre. Je suis ravi, Sylvia, de te savoir arriver et participer à ce rendez-vous. Sylvia est notre collègue en Suisse allemande et elle travaille sur la thérapie des états du moi. Elle a donné plusieurs séminaires à Wainsight. C'est la représentante de la Société internationale de thérapie des états du moi en Suisse allemande. Merci Sylvia d'être là avec nous ce soir. Charles nous dit que dans la situation, il se posait la question de l'addiction et en particulier du repérage subtil entre chez un patient addict d'une addiction de type high, médial ou sinusoïdal. Ça fait écho au fait que j'ai en 2009 distingué 3 types d'addictions et que je ne m'appuie pas sur les produits utilisés, ingérés, sur le type de produit ou la fréquence du produit, mais vraiment sur le processus à l'œuvre. Comment, par rapport à une addiction, notre client vient rechercher toujours plus d'augmentation de sensations, de stimulation, visant toujours plus haut, plus haut, plus haut l'excitation, et que c'est un moyen pour lui de lutter, de se défendre contre la dépression, contre un effondrement,
Comment il peut y avoir d'autres patients qui vont recourir à des objets externes pour venir au contraire amener une absence d'excitation, c'est-à-dire aucune stimulation, aucun mouvement vers le haut, aucune descente dans le ralentissement ou l'immobilité. Et ça s'appelle médial. Et j'ai défini le mode sinusoïdal, qui est un mode dans lequel ces patients-là, ces clients-là peuvent accepter certaines stimulations médianes, moyennes, et en même temps vers le haut, et en même temps accepter un certain ralentissement, un certain ennui, une certaine immobilité, mais relative. Donc accepter que ça puisse descendre, l'état de tension, l'état d'énergie puisse baisser. Et j'ai parlé à ce moment-là de sinusoïdal. Ce qui fait que la façon de classer les addictions n'est plus un classement avec tel produit, alcool, cocaïne, héroïne, anorexie, boulimie, cannabis, etc. Mais plutôt un classement autour de ce mode de gestion de nos tensions internes, de notre angoisse liée au fait d'être un être humain. Ce mode de gestion part de l'externe, mais qui viserait toujours à augmenter l'état d'énergie interne toujours plus haut pour lutter contre l'effondrement, ou d'accepter un état intermédiaire, c'est sinusoïdal, ou alors de souhaiter qu'il n'y ait aucun mouvement électroencéphalogramme plat. Et à ce moment-là, je regrouperai toutes les pratiques avec substance et sans substance sous ces trois classifications. Et dans les high, je mettrai l'anorexie, la cocaïne, le crack, un sport intensif, du sexe intensif. Dans le sinusoïdal, je viendrai mettre l'alcool, le tabac, le jeu pathologique, le sport, le travail, l'addiction au travail. Et dans le médial, je pourrais mettre le cannabis, le GHB, la boulimie. Et l'intérêt de ces classifications, c'est de sortir d'une stigmatisation par rapport à un produit, sortir d'une moralisation par rapport à un produit et en venir davantage sur le processus. Revenir dans le travail sur qu'est-ce que mon client cherche. Est-ce que mon client cherche toujours plus, ce qui fait qu'à ce moment-là, mon axe de travail thérapeutique va être de le rejoindre dans cette quête du toujours plus grand, dans cette quête de l'inaccessible étoile, comme nous dit Brel, pour au fur et à mesure tolérer que cette inaccessible étoile, dans la mesure où elle est inaccessible, ne pourra jamais être atteinte. Et donc, il faudra revoir cette quête perdue d'avance. Pouvoir tolérer que parfois, l'immense, l'illimité, le toujours plus haut ne peut pas être atteint. Et des outils comme Mosaïque et le protocole A de Mosaïque, ce protocole que j'ai écrit, vise à permettre à des clients addicts high de voir leur capacité petit à petit de tolérance au ralentissement, à l'ennui, à l'immobilité, voir leur capacité s'améliorer et de découvrir qu'il est possible pour eux que ça se ralentisse et pour autant ne pas avoir besoin de recourir à des substances externes pour venir tolérer cet insupportable non-accès à l'illimité, à toujours plus haut. J'espère, Charles, que ça répond. Tu rajoutais des choses autour dans cette situation, beaucoup de violence, peut-être des éléments délirants, mystiques, une nostalgie autour d'une EMI, ce qui nous pousse à réinterroger ta situation clinique
et il nous manquerait des éléments. Il faudrait présenter ce cas lors d'une supervision. Mais si on a des éléments de nostalgie d'une EMI comme quelque chose d'immense, quelque chose qui a été grand, dans lequel il y avait une grande force, une grande lumière, mais qu'en même temps, tu t'interroges sur la question du délire mystique. S'il y a délire mystique, on ne se retrouve plus dans l'addiction, parce que pour moi, l'addiction, c'est une structure. Et donc, s'il y a délire mystique, s'il y a délire, sauf s'il y a usage d'une substance qui pourrait ponctuellement amener une expérience délirante, ça ce serait comme si le produit lui-même avait amené quelque chose de toxique et que la personne faisait un délire, mais lié à la substance. Si ça n'est pas lié à la substance, alors on est dans une structure psychotique. Et donc à ce moment-là, la prise en charge est complètement différente. Donc on a d'autres collègues qui nous ont rejoints. Il y a Naïli toujours, qui est là. Et la jeune Naïli, parce qu'elle a autour d'une vingtaine d'années, et elle est là et elle suit. Elle est ravie que Naïli, tu sois là et que tu suives ses temps de travail. Elle a plein de questions à chaque fois. Elle m'envoie plein de SMS. Elle me contacte parce qu'il y a plein de questions qui se posent pour elle autour de comment on accompagne, qu'est-ce que c'est que la pathologie, qu'est-ce que c'est la souffrance, même si son champ aujourd'hui de formation n'est pas du tout dans le champ de la thérapie, mais plutôt dans le champ du marketing. Je suis ravi, Naëlie, que tu sois là. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat. Je les récupère au fur et à mesure. On a une question aussi de Sandy, qui est infirmière et qui s'interroge sur la thérapie des états du moi et le travail en thérapie des états du moi avec un enfant de 5 ans. Et là où elle a pu déjà avoir l'expérience du travail en thérapie des états du moi avec des adolescents, elle se demande comment on peut travailler avec un enfant de 5 ans. Déjà se dire que les états du moi se constituent au cours du développement de l'individu de façon naturelle. Et quand on parle d'état du moi, on parle de ces sous-parts de la personnalité. Ça ne sont pas les états du moi que l'on retrouve dans l'analyse transactionnelle. Ça ne correspond pas aussi à des parts de l'individu qu'on qualifierait du ça, du moi, du surmoi. On est dans le fait que au cours du développement, l'individu, pour différentes raisons, de façon naturelle, par un système naturel d'adaptation, en réaction à certaines situations difficiles, traumatiques, conflictuelles, des expériences de douleur, de désorganisation, l'individu va constituer, va pouvoir et d'abord intégrer des personnages de son histoire, des figures parentales, les introjecter, les prendre dedans d'elle. L'enfant va apprendre et porter comme un père interne, une mère interne, un grand-père interne, c'est-à-dire des personnages qui sont fondateurs de toute son organisation, la stabilité de son psychisme. Et ce sont des personnages qu'il prend à l'intérieur de lui, qu'il a découvert dans la rencontre avec ces personnages de l'extérieur, et il a appris d'eux sur comment se comporter, comment interagir, ce qui est possible de faire. Il a découvert quelles étaient certaines croyances sur son monde, comment gérer les émotions. Mais à l'inverse, lors d'expériences traumatiques, d'expériences de douleur, d'expériences de désorganisation, il peut aussi prendre à l'intérieur de lui, incorporer son agresseur, incorporer des personnages qui l'ont accompagné dans son histoire et qui l'accompagnent dans son histoire et qui sont venus avoir des actions désorganisatrices visant à lui nuire, comme des actions malveillantes. Et ces personnages sont là ensuite en lui.
Et quand on parle de thérapie des états du moi, on parle de cette famille intérieure, on parle de ce système d'énergie organisée. Nous serions constitués de tous ces personnages internes. Ces personnages internes représenteraient, seraient autant de locataires qui habiteraient dans l'immeuble. Et c'est de la bonne circulation, de la bonne communication, de la bonne entraide, de la fluidité des échanges, du soutien, des apports, de l'enrichissement entre ces locataires. C'est de ça dont on pourrait extraire la notion de bonne santé mentale. À l'inverse, si les locataires ne se connaissent pas, refusent de pouvoir communiquer les uns les autres, s'opposent, viennent exclure certains personnages, certains locataires, alors on évoquerait les concepts de fragmentation, de dissociation, de désorganisation, pouvant aller jusqu'aux troubles dissociatifs de l'identité. Donc, par rapport à la question de Sandy sur la thérapie des états du moi avec un enfant jeune, on peut en effet conduire un travail de thérapie des états du moi avec un jeune enfant. Et en sachant que l'on trouvera sûrement des introjects parentaux, grands-parentaux, familiaux qui seront là parce que ce sont les premiers personnages introjectés, mais peut-être aussi d'autres personnages plus archaïques, plus anthropomorphiques, et peut-être ce qu'on appelle des états du moi malveillants ou agressifs qui sont à l'origine de la désorganisation et du symptôme chez l'enfant. Et le travail se fait facilement aussi avec un enfant jeune, dans la mesure où vous voyez, autour de 5 ans, il y a vraiment la mise en place de la symbolisation, le jeu symbolique commence à s'installer, le jeu avec les objets, ce qui fait que l'on peut tout à fait travailler avec des marionnettes. Avec un jeune enfant de 5 ans, on peut travailler avec le dessin, on pourrait travailler avec des constructions, avec des Legos, avec des petits personnages, avec des techniques qu'on appelle le bac à sable, avec des peluches. Et on peut vraiment, ou des contes de fées, et on peut vraiment demander aux enfants, à partir d'un conte de fées, à partir de peluches, à partir de différents supports externes, de différents médiateurs, on peut vraiment demander à un enfant de venir travailler ses personnages internes, comme s'il attribuait à telle marionnette, à telle peluche, à tel objet, comme s'il lui attribuait une fonction, un besoin, un de ces états du moi. Et ensuite, en travaillant avec ces peluches, en faisant communiquer une peluche avec une autre peluche, en faisant représenter dans l'espace de la thérapie, dans le lieu de la séance, en venant disposer sur le sol, peut-être avec des cordes, peut-être avec des tissus, en utilisant du carton, en représentant comme une scène avec tous ces personnages, un peu comme on le ferait en constellation, un peu comme on le ferait en psychodrame, en mettant en place de manière scénique tous ces personnages-là au sol, sur un grand tapis. On va pouvoir jouer avec l'enfant, travailler avec l'enfant pour lui demander ou de nous raconter des choses sur les personnages qui sont là sur le tapis, ou alors de faire parler ou jouer certains personnages. Et dans la mesure où il utilise des personnages qui vont jouer, qui vont se déplacer, dans la mesure où on va faire des constructions, on va protéger certains personnages en construisant des barrières, en mettant en place des cordes, etc. Ça va être un moyen, à partir de ce support externe, de pouvoir travailler son monde interne. Parce que l'hypothèse, c'est que tous ces personnages de l'intérieur qui sont là présents et qui constituent qui nous sommes vraiment, tous ces personnages peuvent être externalisés, déposés sur des supports à l'extérieur, et lorsqu'on fait se bouger ces supports extérieurs, ces personnages, ça nous permet de travailler notre intérieur. Donc on peut complètement,
avec des peluches, avec des chaises, avec des objets, mais aussi en hypnose, avec le travail d'hypnose et aussi avec le dessin, parce que le dessin est l'occasion où des films, voyez, vice-versa, vient vraiment illustrer cette notion de état du moi, comme c'est pensé par les Watkins, et, et ça peut être un véritable support de travail avec un enfant pour, à partir de cette vidéo-là, à partir de ce qui se passe aussi dans le film Avatar, de pouvoir lui demander, ben, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi un peu, aide-moi à faire comme un film ou comme un dessin animé de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et on travaille à ce moment-là avec le dessin animé, avec ces personnages-là, pour pouvoir l'aider à transformer ce qui se passe au niveau intrapsychique, ce qui se passe à l'intérieur de lui. Vous pouvez continuer si vous avez d'autres questions, les mettre dans le chat ou pour ceux qui sont là ou les déposer en direct dans cette vidéo. Il y avait une autre question de Marie autour du trouble de stress post-traumatique. Et le trouble de stress post-traumatique, donc de fait, ouvre sur la question du trauma, ouvre sur le fait qu'une expérience de vie est venue désorganiser le cours de la vie chez un individu, est venue désorganiser son monde intérieur. Ce qui fait qu'après cette expérience de trauma, on peut parler d'un avant et d'un après. Quelque chose est venu faire désorganisation, est venu faire arrêt, est venu faire rupture dans son organisation interne, dans son monde interne. Il faut que ça réponde à certains critères. Il faut qu'on ait passé un mois suite à l'événement et qu'au bout d'un mois, des signes perdurent. Et on peut avoir des éléments de dissociation. La personne se sent coupée de son corps, elle ne sent plus certaines situations, elle est coupée de son cœur, elle n'a plus la capacité à s'émouvoir, elle peut être coupée de ses pensées comme toujours évaporée, absente dans des questionnements intellectuels. Ce qui amène aussi que peut-être qu'elle peut, suite à ces expériences, éviter certaines situations, vivre des flashbacks, des images qui s'imposent, des cauchemars qui insistent. Et par rapport à ça, lorsque le diagnostic de trouble de stress post-traumatique a été posé, on se doit de se dire que la désorganisation ne se joue pas seulement sur le plan psychologique, mais qu'au niveau neurobiologique, quelque chose se produit. Ce qui s'est produit, c'est que suite à l'événement traumatique, parce qu'il y a eu un état de stress démesuré et l'impossibilité de pouvoir digérer cette expérience, parce qu'il y avait un danger au niveau interne d'une trop grande production de cortisol et d'adrénaline, le cerveau a amené un shoot de kétamine et de morphine pour pouvoir apaiser, stabiliser la surchauffe intérieure. L'amygdale reste aujourd'hui comme sur le qui-vive et chaque fois qu'une information arrive, le danger, comme la sirène d'alarme, se déclenche même quand il s'agit d'événements insignifiants. Un peu comme si une sirène d'alarme à l'intérieur d'une maison se déclenchait dès qu'une mouche rentre à l'intérieur de la maison. La sensibilité de l'alarme est beaucoup trop grande, c'est-à-dire qu'il y a une suractivation de l'amygdale. Mais la production là, de morphine et de kétamine est venue apaiser le système temporairement, mais amenant avec elle une expérience de dissociation. Et cette expérience de dissociation est un élément central du trouble de stress post-traumatique. Parce que ensuite,
la personne ne peut plus être de façon autonome, active, efficiente au contrôle de ce qui se passe en elle. Elle se sent coupée et c'est comme si elle devenait passive de son histoire. Et pour autant, les images s'imposent, les images traumatiques s'imposent, viennent comme la harceler et elle ne peut pas s'en protéger. Elle ne peut pas s'éloigner de cette expérience-là. À ce moment-là, le premier type d'intervention est la reconnaissance de l'expérience que la personne a pu traverser. Mais une reconnaissance de cette expérience en termes, il s'est produit cela dans votre vie et il était à ce moment-là impossible pour vous de pouvoir intégrer, traiter, vous distancier de cette expérience. Vous avez été comme soumise à cette expérience et comme mise en impuissance dans cette expérience-là. Et cela pour des raisons neurobiologiques et pour des raisons psychologiques. Pour les raisons neurobiologiques, à ce moment-là, une intervention de type neurobiologique est nécessaire et on ne peut pas uniquement travailler le trauma avec l'aspect psychologique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé et la Haute Autorité de santé proposent que la prise en charge du TSPT passe par le recours à des techniques comme l'EMDR. Parce que l'EMDR est une technique psychoneurobiologique qui vise à désensibiliser, désactiver l'expérience traumatique et amener comme une façon de réinformer, reprocesser l'ensemble du système. En proposant, quand en 2019, je propose la thérapie mosaïque, c'est parce que la TSE qui vise à travailler sur les solutions et sur les traces du corps, c'est-à-dire l'approche solutionniste et l'approche expérientielle, il est pertinent pour moi d'accompagner des expériences traumatiques, puis après des expériences psychopathologiques quelles qu'elles soient, en me disant qu'il n'est pas nécessaire de revisiter l'expérience traumatique et de reconnecter les gens à la souffrance et la douleur. C'est opposé à la vision de la TSE que j'avais amenée en 2012. Et que l'intérêt est davantage de pouvoir amener, grâce à des techniques complémentaires neurobiologiques, d'amener une activation des circuits neuronaux qui s'occupent des sensations de sécurité, des sensations d'unité intérieure, des sensations associées à des ressources, à un sentiment de force. Ça rejoint la vision solutionniste expérientielle. Et que les techniques du tapping, donc des stimulations bilatérales alternées qu'on utilise en EMDR, vont venir en aide au travail de la TSE pour pouvoir rendre prégnant l'activation des circuits neuronaux. Et donc, dans ce moment-là, l'idée n'est pas de désensibiliser un trauma, mais d'activer les connexions neuronales, d'activer les ressources, d'activer les forces, d'activer ce qui est déjà présent chez le client. C'est le cœur de la TSE. Le client possède, c'est le premier principe, le client possède déjà la version de lui-même réalisée. Il a tout ce dont il a besoin et il peut vivre exactement ce qu'il veut, c'est déjà présent en lui. À ce moment-là, les SBA vont rendre prégnant ce qui est présent en lui. C'est pour cela que dans Mosaïque, on va se centrer sur les sensations internes désirées plutôt que sur une désactivation des souvenirs traumatiques. De fait, c'est moins douloureux, Mosaïque, pour les patients parce qu'ils vont se centrer constamment sur ce dont ils ont besoin et on va activer les circuits neuronaux et les structures cérébrales associées
à ce sentiment de sécurité, de complétude, d'efficience. Et le deuxième intérêt, en plus du fait que ce soit moins douloureux pour les clients, c'est beaucoup moins douloureux pour les thérapeutes parce que les thérapeutes ne vivront pas de trauma vicariant, c'est-à-dire ne vont pas se retrouver traumatisés du fait d'entendre des récits d'horreur constants au cours de leur journée. Les pistes de travail aussi du trauma pourraient voir beaucoup d'intérêt du côté de la psycho-énergie. Des techniques qui vont utiliser l'énergétique du corps, les méridiens, parce qu'on sait qu'on se retrouve avec des techniques de tapping, avec des résultats très pertinents dans le TSPT. L'hypnose peut être aussi une bonne indication dans la mesure où, là encore, notre vision est une vision centrée sur les solutions, sur l'expérience de déficience, plutôt que sur la désactivation d'une encre, la désactivation d'images douloureuses, parce que la désactivation d'une encre, on est au niveau de l'arc réflexe. On est au niveau d'une expérience de la voie courte thalamus-amygdale et dans la désactivation d'une encre, on ne tient pas compte, on ne permet pas à notre client de faire un apprentissage intégratif. C'est-à-dire, on ne lui permet pas, quand on désactive une encre, de tenir compte de toute la résilience, c'est-à-dire de toutes les ressources qu'il a su déployer dans le temps. On est juste à venir rendre moins prégnant une peur, une douleur, une image qui est cause d'un état interne inconfortable. On veut comme neutraliser l'inconfort, mais on ne tient pas compte de toutes les années qui lui ont permis d'être vivant aujourd'hui. Quand on travaille en TSE, on va se centrer dans le trauma sur cette idée qu'il est important de tenir compte de deux choses, c'est-à-dire du fait que tout ce qui est là présent n'est que force, ressource, est là disponible et c'est ce que nous allons mobiliser. Et dans la deuxième chose dont on tient compte de façon essentielle, c'est que la TSE s'appuie sur la notion de processus. En 2002, je parle de cette notion de processus. Je suis en train de dire que je veux savoir comment, face à un événement, notre client s'y est pris pour rendre tolérable, vivable cette expérience-là, cet événement-là. Comment il l'a traité et comment il a pu l'intégrer en lui. C'est-à-dire quelles sont les stratégies qu'il a mises en place pour pouvoir rendre tolérable cette expérience qui était là. Et à ce moment-là, quand il y a trauma, je dois me poser la question de comment l'expérience désorganisante qu'il a pu traverser, que ça soit un accident de la route, que ça soit des traumas de guerre, que ça soit de la violence intrafamiliale, des abus sexuels, que ça soit de la violence dans un couple, que ça soit du harcèlement répété à l'école. Ma question est de savoir comment il s'y est pris, comment il se débrouille, c'est-à-dire comment il a pu continuer à vivre suite à cette expérience potentiellement désorganisatrice. Je veux chercher ses forces, ça c'est le premier point. La deuxième chose, je veux connaître sa structure, savoir si ce trauma s'installe sur une structure névrotique, s'installe sur une structure addicte, s'installe sur une structure perverse ou psychotique. Parce qu'en fonction du type de structure, l'expérience traumatique va être pensée, intégrée, retravaillée, digérée de façon différente. Donc on ne peut pas traiter un trauma de but en blanc, on doit tenir compte qu'une expérience traumatique s'installe sur une structure et donc à déclencher tout un ensemble de processus, tout un ensemble de mécanismes particuliers
issu de la névrose, issu de sa psychose, issu de la perversion ou typique de l'addiction. Voilà pour quelques pistes au niveau du TSPT. Je résumerai avec l'idée, on doit traiter nécessairement le neurobio et on doit tenir compte de la structure parce que arrêter la prise de substances alors que la personne est addicte, c'est lui enlever son support qui la permettait de l'aider à gérer son angoisse et que dans un premier temps, il est peut-être nécessaire de travailler chez une personne qui a vécu un trauma et qui est addict, par exemple en premier, je travaille sur le TSPT, dans un deuxième temps, je vais travailler sur le fait de recourir à un objet externe pour réguler son dedans. Une autre question posée par Caroline, elle concerne le travail avec un client qui aurait du mal à réguler ses états internes. Et Caroline nous dit que la personne a des difficultés pour canaliser ses débordements de colère, de violence. Son vécu, et c'est intéressant, c'est un vécu d'enfermement. Elle se sent comme oppressée dans une boîte. Et cette oppression est issue de tous les messages familiaux, de tous les interdits, de tous les refus familiaux. On peut envisager à ce moment-là que la seule façon de se libérer, de s'opposer à cet enfermement, c'est de sortir de cette cage-là, de cette entrave-là. Mais de sortir de cette entrave, pour autant aujourd'hui, la voie qu'elle trouve, c'est la voie de l'explosion et la voie du stress. Acceptation du stress, ensuite explosion. C'est une manière de refuser l'oppression et l'enfermement. Donc on voit bien à ce moment-là l'écologie et on pourrait dire qu'exploser, c'est la meilleure solution que la personne a trouvée pour ne pas subir encore les effets du stress et les effets de l'enfermement. Et donc la disparition, c'est un peu comme si en explosant, en ouvrant la boîte, c'est comme si à ce moment-là, elle reprenait la main et elle refusait sa propre disparition. Maintenant, l'explosion a un coût à payer, et c'est-à-dire que ça peut amener le rejet, ça peut amener après de la culpabilité, ça peut amener des remarques qui vont arriver ensuite. La problématique qui est amenée, elle est double. C'est à la fois une problématique liée à toutes ces drivers, toutes ces injonctions qui ont été adressées, tous ces messages qui ont été adressés, indiquant qu'il ne fallait pas déborder, qu'il fallait se soumettre, qu'il fallait accepter, peut-être qu'il fallait disparaître pour correspondre aux standards attendus. Et toute cette pression, toutes ces attentes, il faut faire, tu dois mieux faire, ça n'est pas ce qui est attendu, dans la mesure où la personne accueille ça et accepte parce que c'est comme un deal qui lui est proposé, un menottage, attention, si tu ne te soumets pas, si tu ne disparais pas, si tu n'acceptes pas ce qui est proposé, à ce moment-là, tu es rejeté, tu n'appartiens plus au clan. Dans cette situation-là, elle se retrouve coincée parce que si elle souhaite la liberté, elle sera exclue. Si à ce moment-là, elle se soumet et qu'elle n'est pas exclue, à ce moment-là, elle disparaît. Donc elle est perdante dans tous les cas. On a bien un paradoxe qui est là. Ce qui veut dire qu'il va falloir travailler sur la validité de ses croyances, la validité de tout ce qui a été introjecté. Ces messages ont bien été énoncés. En quoi étaient-ils valides? En quoi étaient-ils pertinents? Et est-ce que ces messages doivent toujours être conservés? Et l'autre point, les messages qui ont été adressés, tu dois faire, il faut faire, etc. Sinon, c'est de souligner la question du chantage qui se faisait à ce moment-là.
Et le troisième point autour de ces messages, ce serait de repérer comment ces messages-là venaient aussi contribuer au bien de l'individu. C'est-à-dire que quand bien même ils annonçaient qu'il y avait de l'exclusion, pour autant, ils visaient à dire on veut te garder dedans, mais il faut que tu te soumettes parce que pour le groupe, c'est dangereux. Donc parfois, il peut y avoir des messages paradoxaux adressés par la famille. Des fois, les parents, l'environnement, la société peut indiquer tu dois faire ça, sinon on te met dehors. Mais c'est pour la préservation du système familial. Et donc la personne, ne voulant pas être exclue, elle va se soumettre, mais en se soumettant, elle disparaît, donc elle est coincée. Donc à ce moment-là, c'est de trouver une autre voie qui indiquerait les messages qui ont été adressés, ils étaient pour le bien de la famille, ils étaient aussi pour ton bien. Ils ne voulaient pas que tu dérégules, ils ne voulaient pas que tu sois exclu, ils ne voulaient pas. Mais la façon dont ils s'y sont pris était liée à comment ils pouvaient s'y prendre et c'était peut-être inadéquat et c'est peut-être aujourd'hui plus adapté. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'apprendre à la personne à développer sa capacité d'être un contenant, c'est-à-dire d'être un support qui garde à l'intérieur de lui toute cette turbulence, d'être comme une boîte au début hermétique, un, un bocal hermétiquement fermé dans lequel toute cette colère, toute cette tension est là présente et de découvrir comment cette tension peut être et transformée dans le temps et peut-être peut se libérer. Avec l'idée que la tension se libère, on a la métaphore de la cocotte minute. Avec l'idée que ça peut être transformé, c'est le modèle de la digestion, la métaphore de la digestion, ce qui fait que des éléments qui ont été déposés vont petit à petit être malaxés, transformés, et donc pouvoir être utilisés au bénéfice pour l'individu. Ça veut dire qu'il doit apprendre, et on va parler à ce moment-là de sublimation, de transformation de sublimation, il doit apprendre que sa colère déposée à l'extérieur devient de la destruction potentielle et que ça, il en paiera le coup. Mais que si cette colère est mise au service de la création artistique, c'est-à-dire dépasser les modèles standards habituels, mais créer grâce à toute cette énergie, la mettre dans une œuvre de création, c'est-à-dire élaborer, construire un édifice. Si toute cette énergie-là est mise au service du sport, utiliser cette énergie pour des performances sportives, si cette énergie-là est mise dans des pratiques sportives, par exemple des pratiques de combat, à ce moment-là, on voit comment la violence qui a été métabolisée, a été digérée, on dit a été sublimée, peut être une source de créativité, une source de déploiement, une source d'expansion formidable pour un individu. Mais donc, il faut lui apprendre à garder la colère au-dedans, puis à transformer cette colère-là, ou à laisser, à ne pas accepter tous les messages qui ont été adressés, à recadrer ces messages, à les entendre et en dégager quelle est l'intention positive quand il s'adresse à notre client, mais en même temps apprendre à dire stop. Des techniques comme le lieu sécure, des techniques de renforcement du moi, des techniques de régulation avec le polyvagal, c'est-à-dire à partir de la respiration, des postures et d'activation ou d'apaisement, de régulation du nerf vague, des techniques avec des médiations artistiques. Je pense à la peinture projetée, le travail avec la terre en particulier. Fabienne l'évoquait récemment aussi. Toutes ces techniques-là sont des moyens d'apprendre à ce qu'une matière brute et potentiellement désorganisée et désorganisatrice peut être malaxée, modelée, transformée pour que d'une matière brute et informe,
on en fasse un support, une forme qui est tolérable, acceptable et peut-être esthétique, et donc on en fasse une œuvre d'art. On voit comment les artistes, mus par toute leur violence, toute leur souffrance, arrivent à donner une forme acceptable, appréciable, esthétique, et donc que le public va pouvoir accueillir. On a d'autres collègues qui viennent nous faire un petit coucou. On a Claire qui est là, présente, qui écoute régulièrement aussi. Claire, elle est là pour suivre tout ce qui est dit. Claire qui avait fait dans son jury d'école d'ingénieurs tout un topo. Elle était venue avec ses collègues ingénieurs. Ils avaient fait pour leur passage d'examen d'une UE, ils avaient fait tout un topo sur la perversion et elle suit de manière assidue. On a Clara qui est là, on a notre collègue, je ne sais pas qui c'est, mais on le voit souvent à SOD 2508. Voilà, Amélie qui nous a rejoint. Voilà, si vous nous rejoignez, si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat. Vous avez une petite bulle avec un point d'interrogation. C'est l'endroit où vous pouvez encore déposer des questions. J'espère, Caroline, que j'ai répondu à ta question et que tu as tout suivi en voiture. Voilà, parce que tout à l'heure, tu nous écoutais en voiture. Liora évoque, puisqu'on est encore dans la régulation au niveau émotionnel, Liora, qui est assistante sociale, évoquait mais comment accompagner une personne qui présente des troubles borderline? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Pour moi, si on parle de troubles borderline, on parle de troubles de la personnalité. C'est-à-dire non pas d'une structure, non pas d'un aménagement. Donc, on n'est pas à la question des états limites. Si on parle de troubles borderline, on parle de la personnalité, c'est-à-dire notre façon d'interacter, notre façon d'émotionner, notre façon de penser les situations. Et quand on parle de troubles borderline, on parle de personnes chez qui l'humeur est fluctuante et variable, avec des passages d'agressivité, des passages d'excitation, des grandes énergies, puis d'autres moments d'effondrement, de tristesse, des expériences de désespoir, beaucoup d'agressivité, des risques de passage à l'acte auto-agressif, des tentatives de suicide, mais hétéro-agressifs aussi, des agressions à l'extérieur. Quand on parle des troubles borderline, on a une personnalité un peu chaotique, c'est-à-dire avec plusieurs éléments variés, le risque d'usage aussi de substances pour réguler notre intérieur. C'est vraiment un profil de personnalité que l'on retrouve souvent associé à des troubles de l'attachement, à des troubles de l'attachement précoce, des troubles de l'attachement de type insécure, très ambivalent, désorganisé, parce que la personne ne vit pas cette expérience de pouvoir contenir son monde intérieur. Et Liora disait, c'est une patiente qui toujours part dans le mental, part dans l'idéal, la rêverie, quelque chose de très mystique. C'est une fuite vers le haut. C'est une tentative de ne pas se confronter à l'expérience de la réalité, à l'expérience du quotidien. Et c'est une manière aussi de se défendre de cette hypersensibilité à tout ce qui constitue son monde alentour et qui fait qu'il y a beaucoup d'insécurité. Et donc, s'il y a une voie à proposer, c'est la voie de la sécurité, c'est la voie de la stabilité. Je proposerai, il y aura dans un accompagnement beaucoup de techniques qui visent d'abord à proposer un dispositif régulier, sécure, avec une rythmicité plutôt fixe des séances. Je proposerai d'avoir beaucoup de souplesse. Il faut avoir une chaise à roulettes pour pouvoir changer sa posture, son fusil d'épaule d'un moment à l'autre. Il faut beaucoup de souplesse et beaucoup de fermeté. Il faut beaucoup de présence, mais pas trop de présence parce que ça cause un risque d'intrusion. Il faut beaucoup de régularité et de stabilité. Et il faut pouvoir montrer à ces clients-là comment le thérapeute résiste et tient face aux multiples attaques qui vont être adressées,
face à tous ces moments d'effondrement, face à toute cette agressivité qui est là présente, il faut que le thérapeute résiste, que le thérapeute ne meure pas, que le thérapeute ne se défile pas, ne s'échappe pas, parce que ça va permettre à ces patients présentant des troubles borderline de la personnalité de sentir que cet autre en face est un autre stable, que cet autre qui est là en face, je peux m'appuyer sur lui. Et si je peux m'appuyer sur lui, petit à petit, je vais lui demander de venir envelopper toute mon insécurité intérieure. Je vais lui demander de venir accueillir toute ma désorganisation, ma turbulence interne. Et parce que le thérapeute peut accueillir ça sans lui proposer du rejet, sans aller vers la violence, sans être dans l'absence, sans disparaître de façon imprévue, à ce moment-là, le patient présentant des troubles borderline va commencer à pouvoir constituer un socle stable. Et ça, c'est le point d'appui central. Donc, je resterai sensible à ses élans vers le haut, à son intérêt pour tout ce qui est mystique, pour tout ce qui est de l'ordre de l'intellectuel, mais je lui montrerai de façon très concrète que je suis là à chacun de mes rendez-vous, que je maintiens toujours une constance dans mon humeur, que je réponds de façon stable, ferme, contenante, cadrante à toutes ces attaques et qu'en aucun cas je vais le rejeter. Sur, là encore, l'émotionnel, c'est de nombreuses questions. Comment gérer les émotions? Vous évoquez là ce soir. On a Odella Horizon qui nous dit quid d'un client qui a des accès de colère, qui devient violent avec son entourage en réplique à ce qu'il a. Alors je ne sais pas ce que c'est en réplique à ce qu'il a, mais est-ce que c'est en réplique à ce qu'il a vécu? Si c'est en réplique à ce qu'il a vécu, à ce moment-là, à ce qu'il a subi dans son enfance, c'est ça. À ce moment-là, on entendrait qu'il y a comme une compulsion de répétition, comme quelque chose qui se rejoue à l'identique, qui se répète à l'identique. Et là où il y a eu maltraitance et désorganisation, là où la personne a été victime et a subi par ses actions, c'est comme si elle prenait la place de l'agresseur. Donc pour moi, deux choses, à la fois penser thérapie des états du moi, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et se dire qu'à ce moment-là, lors de ces multiples agressions durant son enfance, la personne a introjecté aussi l'agresseur, elle l'a intégré à l'intérieur d'elle. Un peu comme le syndrome de Stockholm, elle prend cet agresseur à l'interne, ce qui est un moyen de garder l'agresseur un peu sous contrôle. Le problème, c'est que cet état du moi, s'il est complètement autonome, indépendant, à des moments dans la vie quotidienne du patient, il va se déployer et quand il y a ces accès de colère, ça n'est pas le client lui-même qui se met en colère, c'est cet état du moi qui prend la voix et qui va pouvoir intervenir. Et là, on se retrouve toujours dans cette même optique. C'est l'énergie, la force, la compétence à prendre la parole, l'énergie de la colère est intéressante. La destructivité de l'entourage, par contre, est nocif. Et donc, tout le travail, c'est de voir comment cet état du moi, qu'on pourrait penser comme malveillant ou comme agresseur, ou cet état du moi colérique, comment cet état du moi pourrait mettre cette énergie de protection, parce que c'est souvent le cas, pourrait mettre cette énergie de protection au service de l'individu. Et comment l'individu, de ce fait, pourrait apprendre à dire non, à dire stop, à sentir son sentiment de puissance. Mais pour cela, il va falloir travailler avec cet état du moi agresseur, malveillant, et contractualiser ce travail parce qu'il y a beaucoup de désorganisation. La deuxième chose va être de pouvoir aider avant tout le client qui a des comportements violents à se désidentifier
c'est-à-dire à séparer son identité de ses comportements. Mon identité n'est pas traduite et n'est pas indiquée par mes comportements. J'ai des comportements violents, j'ai des actes qui peuvent être nocifs, destructifs pour mon environnement. Ça n'est pas pour cela que je suis un agresseur, un violent ou un colérique. J'ai des comportements de colère, mais je ne suis pas un colérique. Donc cette première séparation est importante. La deuxième, c'est de lui montrer qu'à ce moment-là, ce dont il a besoin quand il est en colère, ce dont il a besoin quand il est violent, ça n'est pas de détruire l'autre, c'est de pouvoir se sentir en sécurité. Parce que la personne violente, la personne agressive, donc qui agresse l'entourage, c'est parce que c'est une personne en vulnérabilité et qui se sent en insécurité fondamentale. Ça veut dire que pour pouvoir apaiser, bien sûr que la loi doit venir et que la loi va dire ça, ce n'est pas possible, ça, c'est interdit. Donc, le recours à la loi va être fondamental. Mais pour le travail thérapeutique, le travail pour moi doit se faire par une remise en puissance, un sentiment de si j'agresse autant ou si je me mets autant en colère, c'est à la hauteur de mon sentiment de vulnérabilité, c'est à la hauteur de mon sentiment d'impuissance. Donc, le travail du thérapeute va être de pouvoir amener ce patient qui vit des comportements de colère, qui vit des comportements de violence et de destructivité, qui les met en œuvre, de pouvoir sentir un sentiment de puissance et de solidité intérieure. Et pour ça, le travail autour du noyau central, c'est-à-dire amener des expériences de solidité intérieure, de force intérieure, le sentiment de fiabilité intérieure, toutes les techniques hypnotiques de renforcement du moi, mais aussi toutes les techniques complémentaires de régulation au niveau du système polyvagal sont d'excellentes indications pour accompagner le travail. C'est une façon de recadrer la situation, de lui dire, ça n'est pas parce que vous êtes un violent ou un nocif, mais vous avez des comportements qui ne peuvent pas être tolérés et acceptés parce qu'ils sont des comportements destructeurs. Et sûrement, l'histoire de votre vie vous a amené en vulnérabilité et dans un sentiment de danger suite à toutes ces agressions. Le travail qui doit être mis en œuvre est un sentiment et de travailler sur l'amplification du sentiment de puissance intérieure. On avait une question et peut-être on va aller vers la fin de ce question-réponse. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans la petite bulle avec le point d'interrogation sur le côté. Il y avait deux questions. Vincent nous dit est-ce que Vincent qui est infirmier nous dit est-ce que les tâches sont obligatoires? En fin de compte, il n'y a aucune obligation à faire des tâches, à prescrire des tâches en fin de séance. Je dirais les tâches sont nécessaires. Ça veut dire les tâches ne peuvent pas ne pas être. Nous avons besoin des tâches parce que les tâches vont avoir plusieurs effets. Elles vont prolonger le travail. C'est-à-dire que parce que vous prescrivez une tâche, en dehors de la séance, vous restez toujours présent et le travail que vous avez mis en place reste toujours présent en dehors de votre présence physique, c'est-à-dire quand bien même vous êtes absent à l'extérieur, pour autant vous continuez d'être là, ce qui maintient de la continuité d'une séance à l'autre. Ça, c'est le premier point. Les tâches vont permettre de travailler sur le processus. Ça veut dire que ces tâches-là, elles vont accompagner le processus de transformation. On ne prescrit pas des tâches parce que c'est plaisant et que je dis, tiens, je vais donner un travail pour la prochaine fois. C'est comme au niveau de l'enseignement, quand les enseignants donnent des devoirs, ça ne doit pas être pour occuper les enfants parce que sinon les enfants ne savent pas quoi faire le soir quand ils sont chez eux. C'est parce que les devoirs qui sont prescrits doivent permettre à l'enfant, par ce travail-là solitaire, d'évaluer où il en est par rapport à cet exercice, mais surtout de travailler seul et de voir qu'il peut développer des compétences et apprendre.
Ce qui veut dire que la tâche ou le devoir donné à la maison, ou la tâche donnée à un client, devrait être nécessairement une tâche que le client va réussir. Devrait nécessairement être une tâche qui va lui donner le sentiment qu'il est efficient, qu'il est capable de pouvoir euh, se transformer et qu'il peut le faire en s'appuyant sur lui-même. Donc une tâche est très narcissisante. Ensuite, les tâches doivent être faciles. Elles doivent être accrochées à du quotidien, se faire dans la vie quotidienne. Elles doivent être faciles, elles doivent être réussies. Donc, il faut que le client les réalise. C'est pour ça qu'il faut que vous les contractualisez, ces tâches. Et le dernier point, quand on prescrit une tâche liée au processus. On ne prescrit jamais une tâche qui correspond à l'atteinte de l'objectif. Ça n'a aucun sens pour un client qui a du mal à prendre la parole en public de lui dire d'ici la prochaine fois, ce qu'il faut, c'est que vous preniez la parole en public. Parce qu'à ce moment-là, le patient peut répondre, ben oui, mais si je pouvais prendre la parole facilement en public, ben je viendrais pas ici. Donc on lui propose pas de prendre la parole en public, on lui propose de faire un petit pas qui va lui donner le sentiment de confiance, d'assertivité, qui va lui montrer que sa parole est intéressante, qui va lui montrer que d'autres peuvent avoir envie de le regarder. Et à ce moment-là, ou de voir quels sont les enjeux de la prise de parole en public, de regarder un film où quelqu'un est un orateur, comme par exemple dans le film sur le discours d'un roi, parce que ça présenterait pour notre client quelqu'un qui est quelqu'un d'important, qui doit prendre la parole, qui peut avoir le sentiment d'échouer, d'être inefficient, mais qui pour autant a quelque chose d'essentiel à dire et qu'un jour il réussira à le faire. Mais pour qu'il réussisse à le faire, il va falloir qu'il passe par certaines étapes. Donc une prescription de tâches serait plutôt pour moi visionner le film Le discours d'un roi et surtout pas demander à notre client de réunir 25 personnes et de faire un topo technique ou théorique devant 25 personnes. Ça le conduirait à l'échec. Les tâches doivent toujours amener à la réussite. Voilà pour ce temps, on arrive autour de la fin de notre question-réponse. C'était le dernier moment ensemble pour finir cette année ensemble. Ces rendez-vous réguliers que je vous propose tous les 15 jours autour d'un temps de supervision, d'une supervision que vous amenez. Et vraiment, pour l'année prochaine, on a déjà 2 collègues qui se sont proposés. Si vous avez envie de proposer les 4 supervisions, c'est avec grand plaisir et ça amène beaucoup d'enrichissement. La supervision, elle vous permet de prendre du recul par rapport à certaines situations, de gérer votre émotionnel, d'avoir des aides dans le repérage du diagnostic, mais surtout dans la construction de séances. Donc, n'hésitez pas à amener des cas de supervision lors de ces supervisions offertes. N'hésitez pas à proposer des questions ou des regards pratiques que vous aimeriez voir traités, comme la prescription de tâches, le travail avec les patients pervers, la prise de notation. Et puis, il y a ces regards croisés. Si vous pensez à des professionnels qui pourraient être intéressés pour témoigner de leur pratique, comme on a eu Éric Dudoit sur la fin de vie, on a eu Jean-Pierre Guliani sur les lettres hébraïques, on avait fait avec Véronique Descroix sur la Gestalt, Marina Blanchard, j'avais travaillé avec elle sur le 180 degrés dans la systémie. Et plein d'autres. Si vous avez des personnes que vous connaissez et qui pourraient venir partager leur expertise d'un certain domaine, quel que soit le champ, que ce soit du champ du transpersonnel, que ce soit de l'approche psychanalytique, je voulais faire un regard croisé avec un collègue psychanalyste aussi, que ce soit dans les TCC, les thérapies brèves, des techniques particulières, n'hésitez pas à leur proposer, à leur en parler. N'hésitez pas à parler aussi de ces temps de travail offerts autour de nos rendez-vous tous les 15 jours à d'autres collègues afin qu'ils s'inscrivent dans le groupe de supervision
pour les professionnels de l'accompagnement sur Facebook ou qui viennent tout simplement suivre la chaîne Instagram Guillaume Poupard sur laquelle vous êtes. Voilà, ça compte pour moi de pouvoir partager, transmettre, c'est vraiment ma mission et de pouvoir partager avec vous et échanger avec vous autour de ce regard sur comment on accompagne, comment on peut accompagner nos clients et comment on peut les accompagner avec un regard pluriel, avec un regard ouvert et, et venir confronter des points de vue. Donc, si cela fait sens pour vous, ben, merci de le partager à d'autres collègues que vous connaissez et qui viendront se joindre à nous comme pour constituer une communauté avec cette vision de l'accompagnement, cette vision ouverte de l'accompagnement, cette vision ouverte du soin, parce que c'est vous qui contribuez ben, aujourd'hui et puis demain à, à, à cet accompagnement de la santé mentale, à cet accompagnement du soin psychique et relationnel. C'est vous qui êtes les acteurs de terrain, donc plus nous sommes dans promouvoir ce regard-là, cette ouverture-là, ben plus différentes personnes en souffrance en bénéficieront. Et ça fait beaucoup de sens pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir été là présent pendant toute cette année. Pour tous ceux qui suivent aussi la chaîne Instagram, YouTube, la chaîne YouTube ou qui sont sur le groupe de Facebook Supervision, merci d'être là présent, de suivre aussi après en replay et au plaisir de vous retrouver l'année prochaine. J'espère que les fêtes de fin d'année seront douces en famille parce que notre famille est précieuse. Ce sont ceux qui nous accompagnent dans nos turbulences, qui nous accompagnent dans ces moments-là de joie. Et puis tous ces amis et tous ceux qui sont là autour, voilà, qui constituent, et vous-même qui constituez toute, toute cette enveloppe psychique de soins que nous déployons. Donc, merci beaucoup à vous. Au plaisir de vous retrouver l'année prochaine, au mois de janvier. Et nous débuterons dès le début du mois de janvier avec un temps de supervision avec Sérénès. À très bientôt. Belle soirée à vous tous et belle fête.